voilà. Le Vendée Globe, c'est ça. Des océans à perte de vue, le froid, les embruns, la vitesse et la solitude. C'est ce que s'apprête à affronter 20 marins, dont une femme, en prenant le départ de cette course mythique, la course au large en solitaire la plus réputée au monde. Le principe est simple, ne pas s'arrêter et ne recevoir aucune aide extérieure. Son parcours témoigne de la pureté et souvent de la simplicité des grands événements. Réaliser le tour du monde à la voile, d'ouest en est, par les 3 grands caps, Bonne-Espérance, Léwyn et le redouté Cap Horn. Une longue descente de l'océan Atlantique, la traversée périlleuse des mers du Sud avec d'abord l'océan Indien et ses mers croisées, puis l'océan Pacifique, le plus grand océan au monde. Enfin, la remontée de l'Atlantique et le retour vers les Sables d'Olonne, point de départ et d'arrivée de l'Everest des mers. En tout, ce sera 3 mois de course pour les plus rapides, 3 mois pour parcourir 45 000 km seul. Cette année, ils sont nombreux à pouvoir prétendre à la victoire. Quoi qu'il en soit, un seul ancien vainqueur est présent pour cette 7e édition, Vincent Rioux, le skipper au bateau orange aux couleurs de PRB. Mais il aura affaire à de redoutables concurrents. Armel Lecléache sur Banque Populaire, arrivé 2e en 2009, revient cette année avec la rage d'en découdre, tout comme François Gabard, Jean-Pierre Dick, Marc Guillemot, Jérémy Bayou ou encore Bernard Stamm. Dans les concurrents, il y a aussi des outsiders dont il faudra se méfier, Jean Lecam, Bertrand Debroc ou encore Arnaud Boissière. Et puis, il y a les autres, ceux qui partent plus pour l'aventure que pour la compétition, mais sans qui la course perdrait en humanité, Tanguy de la Motte, Alessandro Di Benedetto ou encore le Polonais Gutek. Le choc avec la solitude est dur, surtout après un bain de foule pour la sortie du Chenal. 300 000 personnes accompagnaient les marins jusqu'à la sortie du port. Un défilé extraordinaire chargé d'émotions pour des skippers pourtant aguerris. To wake up this morning and see so many people here, I feel humble that so many people come to wish us good luck. It's good emotions. Faut pas qu'on peut être habitué à ça. Pas possible. Le 10 novembre 2012 marque pour les participants le début de l'aventure du Vendée Globe qui célèbre son 7e départ. C'est l'acteur François Cluzet qui en donne d'ailleurs le coup de canon. Mais au premier jour de course, 2 marins doivent rentrer au port. Bertrand Debroc, qui en repartira dans la nuit, et Marc Guillemot, qui lui restera à quai. L'aventure s'arrête brutalement pour le skipper qui a perdu sa quille au bout de quelques heures de course. Dans les premières heures, c'est le jeune François Gabard qui prend les rênes de la course. Il les tiendra 6 jours durant. Le retrait de la course de Marc Guillemot marque le début d'une avalanche d'abandon. En 2 semaines de navigation, 7 skippers doivent renoncer à la course, 7 qui regardent s'envoler leurs rêves. Quito de Pavan, Louis Burton, Samantha Davis, Jérémy Bayou, tous abandonnent en quelques jours pour cause d'avarie. Après l'abandon de Jérémy, 15 bateaux répondent encore à l'appel. La flotte est scindée en 3 groupes clairement identifiés, les favoris, les outsiders et les retardataires.
Armel Lecléache mène la course durant la descente de l'Atlantique. La traversée du poteau noir provoque un spectaculaire resserrement de ses 5 poursuivants, Dick, Gabard, Stam, Rioux, Thompson, dont certains naviguent à vue. En embuscade, derrière les bateaux de tête, un trio composé de vieux loups de mer. Ils ont pour nom Golding, Vavre et Le Cam. Depuis plusieurs jours, ils régatent au contact, à tel point que Jean Le Cam a du mal à trouver le sommeil. Cette nuit-là, j'entendais le ronflement de tous les skippers là, qui étaient dans le groupe là, tu vois. Je les entendais tous. Putain, et Golding, qu'est-ce qu'il ronfle alors, c'est incroyable. Et le sud, c'est pareil, si tu veux. J'arrivais pas à dormir tellement il ronfle. Finalement, Armel Lecléache s'extirpe plutôt bien de cette zone perturbée et perturbante. Il passe donc l'équateur en premier. Il est donc aussi le premier à rendre hommage à Neptune. Alors on vient de franchir l'équateur, il y a un quart d'heure là. Donc petite santé à Neptune qui nous a laissé passer l'équateur cette nuit. Voilà, tout va bien, on est la tête à l'envers. Une fois l'Atlantique Sud traversé, c'est François Gabard qui franchit en premier la porte des Aiguilles, première des 9 portes de sécurité disposées à intervalles réguliers dans le Grand Sud. Elles ont pour but de les éloigner des icebergs qui dérivent sous ces latitudes. Mais les glaces ne sont pas encore la première préoccupation de Jean Le Cam. Allez. Comment je peux faire, bordel? Comment je peux faire? Jean traîne un filet à sa quille depuis plusieurs heures. Il devra plonger avec sa bouteille pour le couper au couteau. Un grand moment. Et on l'a eu le filet, putain. Je peux vous dire que là, je suis vraiment, mais vraiment content. Parce que là, c'est tout. Le 3 décembre, Armel Lecléache passe en tête le cap de Bonne-Espérance. Maintenant, la course va prendre une nouvelle dimension. La flotte rentre dans les redoutables mers du Sud avec 2 océans à traverser et surtout des icebergs à éviter. Les icebergs, c'est pour cette nuit peut-être quoi. On peut les repérer, on a des données sur les icebergs, donc c'est vraiment si on est dans une zone à risque où on sait qu'il y en a, où là forcément ça dort pas quoi. Pendant un mois, les conditions sont exécrables. Les skippers devront compter sur un mental d'acier. Les conditions de vie sont abominables quoi. Il n'y a pas un endroit de sec à bord quoi. Je veux dire, il y a rien pour se mettre où c'est sec. Tout est trempé quoi. Voilà. Je veux dire, c'est ça, et il fait froid. Voilà, donc là-dedans il faut vivre, il faut dormir, manger, et puis aller plus vite que les petits camarades quoi. Donc c'est en ça que j'ai dit que c'est dur quoi. Il y a une mer, c'est l'horreur. Putain, c'est horreur, malheur. Lors de la 5e semaine de course, les compteurs s'affolent. Armel Lecléache est toujours en tête, mais François Gabard accélère. Voilà l'océan Indien dans toute sa splendeur. Je pense qu'on est bien dedans, on est dans le pic du sujet comme on dit. À 35-42 et le bateau cubain entre 22 et 22. C'est assez impressionnant, je suis pas beaucoup de voile pourtant, j'ai tout fait pour pas beaucoup balaster non plus. J'essaie d'y aller vite, mais bon, ça n'arrive pas d'accélérer. Donc je surveille, je fais gaffe, j'essaie d'avoir vraiment l'oreille et l'œil attentif pour Et pour en profiter, François Gabard en profite. Lundi 10 novembre, il parcourt 545 000 en 24 heures, nouveau record sur un IMOCA en solitaire. Ce qui veut dire presque 23 nœuds de moyenne, ce qui veut dire aussi 80 000 de mieux que la meilleure performance de Michel Desjoyaux il y a 4 ans.
Le Grand Sud, pas de doute, ils y sont bien et pour quelques milles encore, le fameux Grand Sud, celui qui fait rêver tous les marins du monde, mais que seuls quelques-uns fréquentent un jour. Voilà l'ambiance des mers du Sud. Ah, ça mouille un peu dehors. Il fait gris, il fait gris, il fait gris, il fait gris, il fait gris. Quand même pas mal de chance de se trouver ici, même si par moments c'est dur. Les manœuvres sont physiques, on se donne pas mal. On a quand même des grands moments de plaisir. Le vent est monté jusqu'à 50 nœuds presque. Et là je vais rouler le solent. Je relaxe après la tempête, après l'alerte iceberg, à la façon japonaise, voilà. Les deux leaders sont au coude à coude depuis le 10 décembre, lancés dans un incroyable combat, un bord à bord inédit dans le Vendée Globe. Extraordinaire, ils survolent la course, explosent le temps de passage au Cap Lewin et sont évidemment les premiers à basculer dans le Pacifique. Bien malin peut dire qui va gagner le Vendée Globe. Celui qui se porte à ses jugements est proche d'un imbécile. Bonjour, bonjour! Bienvenue à bord de Massif en ce jeudi 20 décembre. On est pas loin de l'île d'Auckland, là dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Il y a pas mal de vent, entre 30 et 40 à peu près. Toujours une grosse mer qui déferle, c'est pas facile, petits albatros. Et là, juste à notre vent, faut attendre que la vague descende, il y a Banque Populaire. Il est à 20 longueurs. Hein. C'est depuis 2 heures qu'il est là, j'ai essayé de l'appeler à la VHF, il répond pas, hop là vous le voyez. Ah ah, c'est lent non? C'est énorme. Tanguy Delamotte, lui, n'a jamais prétendu être là pour gagner, mais a priori, il s'en fout, il y a l'eau qui fume, il se shoot au vent. Et puis le 24 décembre est arrivé. C'est la fête, Noël, bonne fête à tous. Moi je viens de taper la cloche avec le chocolat, les marrons glacés et mes boîtes de conserve pour une fois. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Alors joyeux Noël, moi je vais faire un bon repas. Et je vais ouvrir les cadeaux. Super journée, c'est bon. C'est bon. Dans le sud de l'océan Indien. Bye bye, je vais ouvrir les cadeaux. Devant, ils sont toujours inséparables, ces leaders. De mémoire de Vendée Globe, probablement aussi de courses autour du monde, on n'a jamais vu ça à ce stade de l'épreuve. Complètement hallucinant. Si on ramenait ça à une autre compétition sportive, c'est les écarts, c'est comme si Usain Bolt il gagnait le 100 mètres avec 3 à 10 millièmes de seconde, avec 1 centimètre même pas, 1 millimètre d'avance. La course est toujours intense pour tous les concurrents, mais pas question de passer à côté des festivités de la nouvelle année. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Meilleur vœu! Meilleur vœu et... On va 25 vœux. Meilleur vœu et bonne santé! Bonne année et que ce dont vous avez rêvé, ce dont vous souhaitez pour 2013 se réalise. Et pour François Gabard qui vient de reprendre la tête, c'est aussi le 1er janvier qu'il passe le Cap Horn pour la première fois. Donc voilà, on a passé la longitude du Cap Horn. Ça, c'est fait. Alors on va essayer de s'approcher un peu. De toute façon ça va dans le bon sens parce que bon, on va prendre de la gauche, donc il faut essayer de raser un peu la côte.
Figurez-vous que l'animal, le bougre, se trouve à 2005. Là, ah bah si, il est là. Je sais pas si vous voyez grand chose. Je vois une vague tache. Ouais, c'est pas. Il est pas très photogénique aujourd'hui le Cap Horn. Mais le passage du Cap Horn ne signifie pas pour autant que les conditions vont totalement s'améliorer. La preuve avec 2 skippers qui ont passé le fameux cap depuis maintenant une semaine. Je peux vous dire que les conditions, depuis qu'on a passé le Cap Horn, c'est pas les vacances. Hein. Je crois que j'ai rarement vécu une telle journée en mer. À ce moment-là, la course a pris aussi une nouvelle dimension stratégique. François Gabard et Armel Lecléache, si proches depuis si longtemps, prennent 2 options différentes, François à l'est et Armel plus au centre du plan d'eau. Lors de la 8e semaine de course, ils sont 6 à avoir passé ce fameux Cap Horn. 6, dont Bernard Stamm qui s'abrite juste après dans une baie pour recevoir du carburant. Une aide qui met fin à la polémique sur sa disqualification et le met définitivement hors course. Malgré tous ses efforts, c'est la mort dans l'âme qu'il accepte ce ravitaillement. Une fois reparti, il a d'ailleurs raconté ses 5 jours précédents sans énergie. Et 5 jours sans énergie, c'est long. Ça commençait à être un peu scabreux la navigation là. Après j'ai navigué en coupant tous les appareils et puis j'ai dormi, je sais pas moi, j'ai dormi en 5 jours, je sais pas, 6-7 heures quoi peut-être. En tête de course, François Gabard creuse l'écart avec Armel Lecléache, jusqu'à 275 000 au large du Brésil. Le skipper de Massif abaisse de plus de 5 jours le temps de référence établi par Michel Desjoyaux en 2009. Signe évident que ce Vendée Globe se court sur un rythme très élevé. Au 69e jour de course, Alessandro referme la porte du Pacifique sur le Vendée Globe et rejoint ses camarades de jeu dans l'Atlantique. Et là c'est le champagne. Et je vais ouvrir la bouteille. Horn, Cabernet Hornos. Magnifique. Et j'ai pas de mots, c'est merveilleux aussi de passer si près à côté et aussi avec un peu de soleil. C'est un rêve. Go. Champagne au bateau. Anti-plastique. Et vraiment tous ceux qui ont cru en ça, magnifique. François Gabard file toujours à plus de 15 nœuds de moyenne depuis le départ, suivi d'assez près par Armel Lecléache. Sauf accident, la victoire ne peut plus échapper à l'un de ces deux-là. Mais c'est bien connu, tant que la ligne n'est pas franchie, tout peut arriver. Juste derrière eux, Jean-Pierre Dick en sait quelque chose. J'ai perdu ma quille il y a maintenant 24 heures, donc le bateau est un peu une savonnette, peut chavirer. Donc soit je continue jusqu'à Sabdolan en maniant le bateau avec prudence, faisant bien attention bien sûr aux dépressions de l'Atlantique Nord, soit j'abandonne ma 3e place ici aux Açores. Dans 2 jours, pas une décision facile je peux vous dire. Toujours en course et confronté à ce choix cornélien, le Niçois doit s'en remettre à la bienveillance d'Éole s'il veut bien boucler son Vendée Globe. Malgré son passage au poteau noir compliqué, François Gabard continue de contenir les assauts de son dauphin tout au long de l'Atlantique Nord. Et finalement, après une dernière nuit en mer, à veiller sans relâche les cargos, les pêcheurs et un dernier gros coup de vent, François Gabard coupe la ligne d'arrivée et devient ainsi, à 29 ans, le plus jeune vainqueur du Vendée Globe. Pour l'arrivée de Massif. Le Benjamin de la course pulvérise le temps de référence sur le Tour du Monde en solitaire sans escale et sans assistance avec 78 jours, 2 heures, 16 minutes et 40 secondes. Il améliore ainsi de plus de 6 jours le précédent record établi par un certain Michel Desjoyaux. Avec sa gueule d'ange, ses yeux bleus et sa crinière blonde, une certaine douceur se dégage du personnage.
Mais sur le pont d'un bateau, il affiche une détermination sans faille. Le talent insolent exprimé tout au long de ce tour du monde a été servi par un mental à toute épreuve. On en prend des coups dans la figure, hein. C'est dur, hein. C'est vraiment une course qui est difficile. Après, j'ai essayé de me battre d'humeur égale face à ça. Ça, je pense que je l'ai été d'humeur égale. Je me suis toujours investi sur le bateau, pour faire face à tout ce qui nous arrive, parce qu'il nous arrive plein de choses. Et ça, je pense qu'il y a j'ai jamais baissé les bras, j'ai jamais baissé la tête, ou alors quelques secondes, et du coup respirer un grand coup bien fort, et puis je suis reparti. « 3h17 après l'arrivée de François Gabard, dans les lumières magiques du coucher du soleil, Armel Lecléage glisse sur la ligne d'arrivée du Vendée Globe pour la deuxième fois de sa carrière. Jamais l'écart entre le vainqueur et son dauphin n'avait été aussi réduit. Deuxième, c'est pas si mal que ça. C'est bien, bravo. Voilà, et puis en tout cas je suis content de la copie que j'ai rendue sur l'eau, on va dire à 99%, et ça s'est joué à pas grand chose, mais bon voilà, c'était François le meilleur. Je suis très heureux d'avoir fini deuxième derrière lui, il a fait une super course, et puis voilà, en tout cas 78 jours de mer, j'aurais pas cru ça au départ, et ça fait presque 11 jours de moins qu'il y a 4 ans, donc voilà, on a monté le niveau de jeu vraiment, et je suis très heureux. 2 jours plus tard, c'est au tour du Britannique Alex Thompson sur Hugo Boss de passer à son tour la ligne d'arrivée. Le skipper a atteint son objectif, terminer son tour du monde en 80 jours. Nous sommes le 3 février, une semaine après l'arrivée du premier, l'Espagnol Javier Sanso remonte l'Atlantique Nord quand il déclenche ses 2 balises de détresse. Le skipper d'Acciona vient de perdre sa quille. Le bateau, privé d'appendice, se retourne et Javier Sanso doit trouver refuge dans son radeau de survie. Il sera élitreillé dans la nuit. Cela aurait pu très mal finir pour lui aussi. Jean-Pierre Dick a tout de même réussi à boucler son tour du monde en parcourant les 2600 derniers milles sans quille, après 86 jours de mer. Deux jours plus tard, c'est au tour de Jean Le Cam de passer une nouvelle fois dans le chenal des Sables d'Olonne. Il est 5e, étalonné de près par l'Anglais Mike Golding. C'est aussi ce jour-là que Bernard Stamm est arrivé au port, sauf que lui n'aura pas passé la ligne d'arrivée, il courait hors course depuis son ravitaillement dans l'Atlantique Sud. Mais il peut être fier d'avoir réalisé une très belle course, occupant les avant-postes pendant de longues semaines. Le 8 février, après 90 jours de mer, Dominique Vavre, sur Mirabeau, en termine avec son 4e Vendée Globe et prend la 7e place. Du haut de ses 57 ans, le skipper de Mirabeau est l'un des concurrents les plus expérimentés sur la course autour du monde. Il détient le record du nombre de Cap Horn avec 9 passages. Le lendemain, c'est au tour d'Arnaud Boissière. Il a franchi la ligne d'arrivée de son 2e Vendée Globe en 8e position et en smoking. S'il vous plaît, une arrivée très remarquée. Dimanche 10 février, c'est au tour de Bertrand de Broc. C'est le premier Vendée Globe bouclé pour le skipper qui avait échoué par 2 fois. Une belle performance puisqu'il termine la course avec un temps de 92 jours et 17 heures. Il finit 10e et a sûrement le plus gros cœur de tous les concurrents, du moins sur sa voile. Tanguy Delamotte est arrivé dimanche 17 février après 98 jours de mer. Le skipper d'Initiative Cœur effectuait son tout premier tour du monde. Alors, que nous réserve le prochain Vendée Globe ?
Des bateaux encore plus performants, des skippers entraînés comme jamais, et combien de jours pour boucler le tour du monde? 3, 5 de moins encore? Une chose est sûre et ne changera pas, le rêve que nous font vivre les marins à travers cette aventure, qu'ils s'appellent François Gabard, Michel Desjoyaux ou encore Titouan Lamazou, tous ont porté nos rêves et ils planent encore avec les albatros du Grand Sud. Magnifique! À quoi tient un Vendée Globe?